Bonjour à tous. Le président ivoirien a rencontré hier lundi le premier responsable d'un groupe spécialisé dans les énergies renouvelables et ensuite une mission d'observateur de l'Union africaine qui a suivi le déroulement des législatives. Le point de ces deux rencontres tout à l'heure. 20 décembre, journée internationale de la solidarité humaine. L'objectif est de célébrer l'unité, la diversité, sensibiliser l'opinion publique à l'importance de la solidarité et rappeler au gouvernement de respecter leurs engagements internationaux. Situation politique confuse et tendue en RDC. Le mandat du président Joseph Kabila a expiré hier à minuit. Tout juste avant, il a formé un nouveau gouvernement. Le principal opposant Étienne Tshisekedi appelle à la protestation pacifique. Bonjour à tous, merci de nous suivre ce mardi 20 décembre. Merci d'être sur RTI 1. Le PDG de Greenwich Partners, groupe spécialisé dans les énergies renouvelables, a rencontré hier le chef de l'État ivoirien. Le président Alassane Ouattara a ensuite échangé avec une mission d'observateur de l'Union africaine. Elle a suivi le déroulement des législatives en Côte d'Ivoire. À Ouattouré. L'ancienne présidente de la transition de la République centrafricaine, Catherine Samba-Panza, est la chef de la mission d'observation électorale de l'Union africaine pour les législatives en Côte d'Ivoire. Elle est venue présenter au président de la République, Alassane Ouattara, les premières conclusions de sa mission. L'Union africaine, compte tenu de l'importance que revêt les élections législatives du 18 décembre 2016, a décidé d'envoyer une mission d'observation. Pourquoi une mission d'observation? Elle a estimé qu'il fallait être aux côtés du peuple frère de Côte d'Ivoire à cette période particulière de son processus démocratique pour l'accompagner à travers donc une mission d'observation pour apprécier le contour de l'organisation de ces élections et surtout le climat général dans lequel ces élections se dérouleraient. D'ores et déjà, ce que nous pouvons dire, nous, au niveau de l'observation par l'Union africaine, c'est qu'il y a eu un climat général de paix, de sérénité, et que les élections se sont vraiment déroulées de manière tout à fait convenable. Nous avons vu et remarqué un certain professionnalisme, déjà de la part de la commission électorale indépendante, et nous avons vu les Ivoiriens voter dans le calme. Diplômée de l'université Panthéon Paris 3, avocate, Catherine Samba-Panza a dirigé la transition de la République centrafricaine du 23 janvier 2014 au 30 mars 2016. Autre personnalité reçue par le chef de l'État, Mme Charlotte Aubin-Kalendjian, cofondateur et président directeur général de Greenwich Partners. Greenwich Partners est une société d'investissement spécialisée dans les énergies renouvelables qui entend investir en Côte d'Ivoire. Je suis ravie de cet entretien qui a confirmé l'engagement de la Côte d'Ivoire et de son président pour le développement des énergies renouvelables dans le mix énergétique de la Côte d'Ivoire. Et donc, Greenwich, qui est pionnier de l'énergie solaire avec une première réalisation déjà en opération au Sénégal, propose de réaliser pour la Côte d'Ivoire un programme de 200 MW répartis sur plusieurs régions du nord de la Côte d'Ivoire afin d'en faire bénéficier différentes parties du pays, mais aussi d'établir notre établissement pour la sous-région à partir d'Abidjan. Le groupe Greenwich Partners, qui veut apporter des solutions au déficit énergétique en Afrique subsaharienne, a démarré en février avec le groupe Vinci les travaux d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 20 MW à Bokol, au Sénégal. Midi hier, la commission électorale indépendante CEI a donné les premiers chiffres de l'élection législative de dimanche. Les résultats arrivent circonscription par circonscription. Le RHDP compte pour l'instant 50 postes de députés élus. Les indépendants sont à 22 postes. L'UDPCI, 3 députés. Le FPI et l'UPCI, chacun un poste. Le pays attend la suite de la publication des résultats.
Sécurité alimentaire, le Premier ministre ivoirien appelle les producteurs à s'impliquer davantage dans le vivrier. C'était à Balakro, dans le district de Yamsokro, pour le lancement du programme d'urgence sur la production vivrière. Abou Sanogo. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à Balakro dans le département de Yamoussoukro pour procéder au lancement du projet relatif à la mise en œuvre des mesures d'urgence pour encourager la production vivrière. Un lancement qui marque une nouvelle étape dans la façon de produire pour nourrir les populations. D'une durée de 18 mois, ce programme d'appui à la production vivrière vise à contribuer à la sécurité alimentaire des ménages ivoiriens à travers un soutien de l'État par des moyens de production agricole. C'est maintenant chose faite. Grâce à un budget de 100 milliards de francs CFA que son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, a alloué au ministère de l'Agriculture et du Développement rural en 2016. La mise en œuvre des mesures d'urgence sur la production vivrière vise, dans une première phase, à produire et à mettre à disposition des paysans des quantités suffisantes de matériel végétal de très haute qualité pour la banane plantain et le manioc. Mettre en phase des plateformes de commercialisation pour le manioc, la banane plantain et l'igname, impliquant tous les acteurs de la chaîne des valeurs. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, pour la réussite du programme, s'est pleinement engagé en initiant plusieurs projets pour produire au mieux et en toute saison. Yamoussoukro a été identifié pour être le laboratoire. Oui, le laboratoire de la transformation de la structure de notre économie agricole. Grâce à la volonté politique du président de la République, en moins d'1 mois, l'État de Côte d'Ivoire vient de transformer la façon de faire du vivrier ici. Les producteurs de Yamoussoukro et de Tiébissou, bénéficiaires du projet, ont témoigné leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara. Depuis des années, avec le changement climatique, on est toujours en pénurie de vivriers. Et là, savoir qu'en toute saison, nous aurons la nourriture ici, nous disons merci au gouvernement. L'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural, a été identifiée comme structure de mise en œuvre du programme d'urgence d'appui à la production vivrière. Elle va mobiliser plusieurs de ses agents pour conduire ce programme qui porte sur la culture du manioc, de la banane plantain, de l'igname et des cultures maraîchères. La capitale économique ivoirienne brille de 1000 lumières depuis hier soir, date de lancement de la 6e édition d'Abidjan Ville Lumière. Pour ces fêtes de fin d'année encore, les Abidjanais pourront admirer différentes formes et couleurs un peu partout dans le district d'Abidjan. Un air de fête souffle sur toute la ville. Alexis Ouedraogo. L'édition 2017 d'Abidjan Ville Lumière est lancée. C'est désormais une tradition bien établie. Chaque année, à la même époque, Abidjan s'illumine de feu, de la joie et de l'espérance. Cette année, les Jeux de la francophonie sont à l'honneur. Les fresques déclinées dans la ville porteront les symboles de cette célébration qu'abrite la Côte d'Ivoire pour la toute première fois. Au-delà de la lumière élémentaire, Abidjan ambitionne de s'inscrire définitivement dans le cercle très fermé des villes lumières que sont Lyon, Paris, New York, Dubaï, Las Vegas, Los Angeles et bien d'autres encore. En Afrique, nous ambitionnons d'occuper la première place. Cela est déjà possible, cela est déjà réel. Comme chaque année, le traditionnel feu d'artifice du 31 se fera. L'année 2017 sera consacrée à la 8e édition des Jeux de la francophonie. La journée internationale de la solidarité humaine est célébrée aujourd'hui, 20 décembre. C'est une date symbolique pour promouvoir l'esprit de partage et de lutte contre la pauvreté. Malika Koulibaly. À l'instar des autres pays du monde, la Côte d'Ivoire célèbre également la journée internationale de la solidarité. Et à travers cette célébration, l'État de Côte d'Ivoire affirme encore une fois sa présence attentive auprès des populations. Instituée en décembre 2005 par la résolution 60-209 des Nations Unies, cette journée vise à promouvoir une culture de solidarité, de partage et de lutte contre la pauvreté. En effet, c'est par le biais de la solidarité que se mettent en place les mécanismes nationaux et internationaux de lutte contre la pauvreté, la précarité
et les instruments de promotion du développement humain, en particulier dans les franges les plus vulnérables de la population. Célébrer le 20 décembre de chaque année, la Journée internationale de la solidarité doit être une synergie d'action de toutes les composantes de la société selon Maria Toukoni. La solidarité n'est pas seulement le fait de l'État. Elle dépend de chacun de nous et s'impose donc à tous. Aux côtés de l'État, les valeurs de la solidarité, faites de générosité et de partage, doivent être appropriées par tous. C'est donc à l'intérieur de chacun que nous devons puiser cette richesse pour la mettre à la disposition de ceux qui en ont le plus besoin. Nous avons à recevoir des autres, mais également à donner aux autres. Œuvrons ensemble pour garantir aux générations futures de notre pays et de l'humanité une vie meilleure, fortement cohésive, solidaire et prospère. Et cette lune de solidarité en ces veilles de fête de fin d'année, des animateurs de Radio Fréquence 2 et des visages bien connus du petit écran mobilisés pour apporter le sourire aux enfants malades du cancer. L'ONG La Maison des Héritiers a initié cette action en faveur des enfants internés à l'unité d'oncologie du CHU de Trècheville. Malika Koulibaly. Des stars du petit écran et de la radio au CHU de Trècheville. Cette fois, ce n'est pas pour une émission. La visite est hautement caritative. Elle vise à apporter en cette fin d'année un peu de chaleur à ces enfants atteints d'un cancer. La direction générale de la RTI, dans sa dynamique de responsabilité sociétale, avait déjà commencé à poser un certain nombre d'actions en faveur des enfants. Donc nous avons jugé utile nous engouffrer dans cette voie, venir ici à l'unité d'oncologie du CHU de Trècheville, apporter un minimum de gaieté, de bonheur, un souffle en fait de vie à ces enfants qui souffrent de cancer et qui suivent des traitements qui sont vraiment douloureux. Je prie Dieu encore pour qu'il puisse venir toujours nous donner des cadeaux pour qu'on puisse guérir. Des présents qui donnent le sourire. Mais l'initiative de l'ONG La Maison des Héritiers ne s'arrête pas là. En impliquant Fréquence 2 et la télévision ivoirienne, elle veut aussi mobiliser les moyens financiers pour aider ses enfants. Partout où nous trouvons des personnes qui ont des difficultés, des personnes qui sont en difficulté, nous estimons que le peu que nous puissions faire, c'est de mettre ensemble nos synergies, mettre ensemble nos forces pour pouvoir venir en aide à ces personnes-là. Les enfants malades du cancer ne sont pas pris en charge. Pourtant, ça coûte cher le traitement, la chimio coûte très cher, la dialyse coûte aussi cher. Pourtant, les mamans n'ont pas toujours, les parents n'ont pas toujours les moyens de s'en occuper. Donc, si on est d'accord que les enfants, c'est l'avenir, si on est d'accord que c'est eux qui constitueront les cadres de demain, il faut pouvoir quand même leur venir en aide, les soutenir, leur permettre d'être guéris, d'être en bonne santé. 2 petites heures passées auprès des petits malades, mais que d'émotions. La souffrance de tous les jours a fait place à la joie et à la bonne ambiance. Parce qu'à l'unité d'oncologie ce samedi, c'était déjà la Noël, avant la Noël. Dans la commune d'Abobo, l'hôpital général vient de recevoir du matériel ophtalmologique. À hauteur de 40 millions de nos francs, ces équipements devraient permettre au service ophtalmologie d'offrir des services de chirurgie en plus des consultations. Thomas Guessambi. Un verre à 3 miroirs pour des examens du profond de l'œil et le suivi des patients hypertendus. Un âme frais pour explorer le champ visuel. Un microscope opératoire pour la microchirurgie des yeux atteints de cataracte. C'est ensemble le lot de matériel ophtalmologique dont bénéficie l'hôpital général Félix Houphouët-Boigny de la commune d'Abobo. D'une valeur de plus de 40 millions de francs CFA, ce lot d'équipement pour le plateau technique du service ophtalmologique est une contribution de l'église mormon de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. L'équipement viendra donner un souffle nouveau au service qui en bénéficie, car il faut avoir vu la souffrance des patients en quête de soins ophtalmologiques dans le centre pour comprendre la valeur du don, dira à l'occasion Herman Kwame, directeur de l'hôpital. Dr Blaise Koné, directeur général adjoint de l'hygiène publique, représentant la ministre de la Santé, a su traduire la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire aux donateurs. L'hôpital Félix Houphouët-Boigny d'Abobo faisait en moyenne 500 consultations le mois sans pouvoir faire d'intervention chirurgicale et des examens de vision profonde.
Peut réaliser son rêve, celui de se bâtir une maison. Et pour cela, cette jeune femme a embrassé un métier habituellement exercé par les hommes. Elle fabrique des briques sous la supervision d'un formateur expert en bâtiment. Et ce métier lui offre une autonomie financière. Elle y a même entraîné son conjoint. Franck Wadio l'a rencontré. Sur cette dalle, une ouvrière en bâtiment. Au milieu des hommes, a manié la pelle dans le tas de sable. Sylvie, c'est son prénom. Elle a choisi le métier de briquetière, faire des briques pour ensuite bâtir sa propre maison. Son objectif. Je me sens à l'aise dans la briqueterie. On peut venir m'appeler, soit il y a une construction quelque part. Je peux me déplacer, aller faire sortir les briques et puis on peut me payer. Des motivations qui ont brisé les barrières du travail physique. En effet, fabriquer des briques, remuer le ciment, la tâche n'est pas aisée. Mais l'acharnement de la jeune dame a fait des émules en bonne place son conjoint. Il a abandonné son métier d'informaticien pour lui aussi fabriquer des briques. Ça fait 4 jours que je suis sur le terrain, je travaille avec elle et tout à l'heure on a coulé les bétons. Gagner son pain par les métiers du bâtiment. Le couple a eu pour modèle une autre dame, l'épouse du responsable du chantier. C'était difficile pour moi d'accepter parce que moi je suis couturière de formation, mais avec ce qu'on fait ici et puis je vois mon mari qui travaille, en tout cas ça m'a encouragé d'être avec lui. Des ouvriers, du matériel et un chantier pas du tout ordinaire. C'est un chantier école créé par cet ingénieur en bâtiment à la retraite. Il a décidé de promouvoir le genre. Moi j'estime par conviction religieuse que la femme est l'égale de l'homme et même quelquefois supérieure à l'homme en d'autres endroits. La promotion du genre, mais surtout aider les citoyens à avoir la possibilité de bâtir par leurs propres mains leur maison. Il a donc lancé ce matériau particulier censé remplacer le bois, source de dépenses supplémentaires. Il ne va pas acheter le bois qui est très cher maintenant. Il ne va pas acheter les pointes. La technique consiste à fabriquer des briques qui remplacent le coffrage bois. Action citoyenne ou promotion du genre, les femmes décidément résolues à s'impliquer dans la dynamique de l'émergence. L'agence comptable des créances contentieuses remet 17 arrêtés de concession définitive des logements Sogefia aux acquéreurs. Suite à la liquidation de la Sogefia en 2004, son patrimoine a été transféré au Trésor public de Côte d'Ivoire par l'intermédiaire de cette agence comptable. Des explications avec Perpétue Pan et Grace Kando. 17 arrêtés de concession définitive ACD remis aux acquéreurs des logements de la Sogefia. La cérémonie de remise est l'occasion pour l'agence comptable des créances contentieuses et la Direction générale du Trésor et de la comptabilité de soutenir l'action gouvernementale à travers le recouvrement des créances résiduelles et de sensibiliser les acquéreurs. Les longues périodes d'attente, les échecs essuyés par certains des acquéreurs ont fini par décourager bon nombre d'entre eux. Alors, conscient de ces difficultés, le Trésor public, la Direction générale des impôts, en collaboration avec les services du ministère de la Construction et de l'Urbanisme, ont mis en place un mode opératoire pour faciliter l'accès au titre de propriété. C'est l'occasion d'encourager donc tous les acquéreurs à solder leurs arriérés. Être propriétaire d'un logement devient une réalité pour ces acquéreurs qui se réjouissent d'avoir enfin obtenu leur arrêté de concession définitive. Nous sommes très contents parce qu'on n'avait pas espéré qu'on va avoir ça. Aujourd'hui, nous avons ce terrain-là pour nos enfants. C'est avec beaucoup de joie qu'on a reçu notre ACD. C'est vrai, il y a eu beaucoup de privations, il y a eu des énervements même, mais c'est l'aboutissement. Pour le directeur général du Trésor, Assaoré Konan Jacques, il s'agit d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des populations à travers la mise à leur disposition de logements décents. Direction Atekoubé, la nouvelle salle de mariage de la commune a été inaugurée. Les travaux auront coûté en tout 60 millions de nos francs. La salle a été baptisée du nom du premier maire de la commune, Ernest Nkumo Mobio. Adduction en eau potable, 500 000 Ivoiriens des zones urbaines vont en bénéficier dans les 4 années à venir. Une opération de AfriCap pour la Côte d'Ivoire.
un programme africain de renforcement de capacité en assainissement en eau. Il est initié par l'Association africaine de l'eau et financé par l'USAID à hauteur d'1 milliard de francs CFA. Malika Koulibaly. L'assainissement est un problème en Afrique. Selon des chiffres, plus de 80% des programmes d'assainissement dans les villes africaines sont faits de façon anarchique. Et les nombreuses fosses septiques qui en découlent sont très souvent à l'origine de beaucoup de maladies. La rencontre qui a lieu ici entre les acteurs de l'eau potable et de l'assainissement pourrait sonner la fin de la souffrance de plusieurs milliers d'habitants ici en Côte d'Ivoire. L'objectif de ce programme, c'est de catalyser le marché de l'assainissement avec l'appui du secteur privé et accroître, améliorer l'accès à un assainissement de base aux populations, surtout les plus démunies. Nous voulons atteindre 1 million de personnes pour les 3 pays, mais 500 000 spécifiquement pour la Côte d'Ivoire, à un assainissement de base et les amener à avoir un accès à un service de gestion de boues de vidange sécurisé. 1,5 milliard de francs CFA, c'est la somme qui est investie dans ce programme nommé AFRICAP. Programme africain du renforcement des capacités de l'assainissement de l'eau. Financé par USAID, il va durer 4 ans et va réunir autant les décideurs que les populations elles-mêmes. Les bénéfices sont énormes. Dans un premier temps, les populations vont bénéficier déjà de la masse de connaissances, de la masse d'informations générées par la mise en œuvre de ces 2 programmes. La cérémonie qui a dévoilé le plan de Africa pour la Côte d'Ivoire était en même temps la présentation des 2 partenaires sur le projet, à savoir l'Association africaine de l'eau et Population Service International en Côte d'Ivoire. Longtemps connu comme la boucle du cacao, le conseil régional de Dimbokro veut faire de sa région une grande productrice de manioc. Pour relever ce challenge, il apporte son appui au groupement de jeunes et de femmes afin de booster leur production de manioc. Thomas Guissambi. La région du Hunzi, autrefois appelée la boucle du cacao, a perdu son lustre d'antan. Le conseil régional du Hunzi, présidé par Nguessan Kofi Bernard, a consacré une part importante du budget triennal 2015-2017 pour apporter des solutions durables aux problèmes des populations de Dimbokro, Bokanda et Kwasi-Kwasi-Kro. Les défis relevés dans ces 3 départements de la région du Hunzi concernent principalement les infrastructures éducatives et sanitaires, la construction et la réhabilitation de pompes hydrauliques, la fourniture d'électricité et le reprofilage des routes. Pendant la campagne, nous avons fait des promesses. Construire des écoles, construire des collèges de proximité et puis construire des centres de santé, rendre la circulation fluide, car toutes les routes étaient dégradées, surtout que quand il pleut ici, c'est avec abondance. Les études des besoins et potentialités socio-économiques entamées, puis les consultations directes des différentes couches sociales initiées ont abouti à un programme triennal 2016-2018 qui planchera sur les besoins primaires des administrés en vue de faire reculer l'indice de pauvreté dans la région. Les femmes et les jeunes sont pris en compte dans des projets de développement du vivrier. Et plusieurs actions sont menées avec des organisations et des groupements agricoles pour faire de la région du Hunzi, anciennement boucle du cacao, la nouvelle boucle du manioc. Grande question d'Afrique, c'est un ouvrage qui est fait à partir de grandes enquêtes et de reportages. L'auteur est journaliste. Il interpelle à travers son livre pour l'éveil des consciences en vue du développement du continent africain. Malika Koulibaly. Grande question d'Afrique, tome 2. Une compilation d'enquêtes et de reportages réalisés par Koulibaly Zoumana. Une œuvre à travers laquelle le journaliste écrivain passe en revue les mots qui minent la société contemporaine. D'abord, par exemple, la question de l'orpaillage clandestin. Et il y a beaucoup de jeunes qui trouvent la mort à la recherche de l'or. Donc je suis allé sur le terrain, j'ai fait des enquêtes, des reportages. Donc c'est ma façon à moi de conscientiser la population sur ces mots. Donc j'invite les populations à lire pour partager un peu mon expérience de journaliste. L'orpaillage clandestin, la mortalité maternelle et infantile. Autant de sujets développés dans ce tome de grandes questions d'Afrique qui ont séduit l'auditoire. Il essaie de conscientiser plus ou moins vraiment la population ivoirienne, la population africaine. Je pense que c'est un bon roman, c'est un bon livre. C'est un fils de chez nous et nous sommes fiers du travail qu'il a accompli. Il est constant dans son travail, il est persévérant dans son travail et nous ne pouvons pas ne pas venir le soutenir
pour démontrer que nous sommes fiers de lui. Notons que l'auteur n'est pas à sa première publication. Il avait déjà sorti Entre deux feux en 2013. Le programme de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Fonds des Nations Unies pour la population, le bilan est jugé satisfaisant, mais il est tout de même question de consolider les acquis et aussi de corriger les insuffisances relevées. David Soyo et Franck Wadio. La coopération entre la Côte d'Ivoire et l'UNFPA marche bien. Après la mise en exercice du 6e programme de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'UNFPA, l'heure est au bilan. Un bilan qui s'est articulé sur les différents objets de la mise en œuvre du programme 6, tout en ressortant les principaux résultats, les contraintes et les leçons apprises ainsi que les bonnes pratiques enregistrées en cours d'exécution. Le gouvernement a entrepris plusieurs initiatives dont les consultations nationales sur le dividende démographique. Et selon les données de l'Association des obstétriciens de Côte d'Ivoire, nous avons 1000 nouveaux cas de femmes vivant avec des fistules. Un élément clé, c'est les jeunes et les adolescents qui vont être également la cible du prochain programme. Un bilan satisfaisant pour les deux partenaires sur les résultats obtenus à la fin de l'exécution du programme 6. Ce bilan a donné naissance au programme 7. L'objectif du dit programme est de consolider les acquis du précédent programme et apporter les innovations pour la maîtrise de la croissance démographique. Le 7e programme va nous permettre de renforcer le dialogue, renforcer le plaidoyer auprès des différents acteurs nationaux et internationaux qui s'occupent des questions de population et développement, enfin améliorer tous les indicateurs socio-économiques qui touchent les questions de population et développement. Cette rencontre a regroupé les chargés de portefeuille de l'UNFPA et les partenaires de la mise en œuvre du programme. Rappelons, la Côte d'Ivoire a pour ambition d'accéder au statut de pays émergent à l'horizon 2020. Et cela passe par la capitalisation de la dividende démographique. L'église évangélique Foursquare International lance une semaine spirituelle pour une fin d'année remplie de bénédictions. Des veillées de prière et un culte d'action de grâce au programme de cette semaine particulière. Serge Colère. Le culte d'action de grâce de ce dimanche 11 décembre marque la fin d'une semaine spirituelle observée par les fidèles de l'Église évangélique internationale Foursquare. D'intenses moments de prière ont été organisés au temple Emmanuel de la Riviera Palmeraie. Ce temps de louange et d'adoration s'inscrit dans le cadre de la 5e édition du RAVI, le Rassemblement pour des vies d'impact pour le salut. C'est une façon pour nous de démontrer notre amour à notre prochain, à notre frère, comme Jésus-Christ lui-même a eu à démontrer de la compassion, de l'amour pendant son ministère. Prière de bénédiction, paroles d'amour, de partage et de solidarité tirées des Saintes Écritures ont permis au pasteur principal et aux différents orateurs de fortifier la foi des fidèles. Il y a beaucoup de personnes à l'Église aujourd'hui qui n'arrivent pas à aimer parce que cet amour ne se trouve pas en eux-mêmes. Et nous croyons que ce que Dieu nous a demandé de l'aimer avec toute notre force et d'aimer notre prochain sera possible à partir de cet instant. Je vais encourager le peuple de Dieu de l'église Foursquare Palmeraie de mettre les mains ensemble dans l'œuvre parce qu'il y a beaucoup de territoires à conquérir et l'année 2017 qui est en face nous réserve beaucoup de choses glorieuses et il y a de grandes choses qui vont avoir lieu même au-delà de 2017. Ce culte d'action de grâce a été précédé une semaine avant par 2 jours de consultation de soins gratuits avec à l'appui des remises de médicaments aux enfants de 0 à 15 ans. En République démocratique du Congo, le mandat du président Joseph Kabila a expiré hier à minuit. Mais tout juste avant, il a formé un nouveau gouvernement. Le chef de l'État est toujours en place à la faveur d'un accord conclu avec une partie de l'opposition. Mais le principal opposant, Étienne Tshisekedi, appelle à la protestation pacifique, à ne pas reconnaître le président Kabila. La situation politique reste assez confuse et tendue dans le pays. Christine Lagarde a été reconnue coupable de négligence par la Cour de justice de la République. La patronne du FMI était jugée dans le cadre de l'affaire de l'arbitrage Tapie, le litige opposant Bernard Tapie au Crédit Lyonnais sur la revente d'Adidas. Christine Lagarde a été dispensée de peine en raison de sa réputation internationale.
Et c'est confirmé, Donald Trump est bien le 45e président élu des États-Unis d'Amérique. Une majorité des membres du collège électoral américain s'est prononcée en sa faveur. Après le décompte de la quasi-totalité des votes de lundi, Donald Trump était crédité de 304 voix contre 224 pour Hillary Clinton. Merci de votre attention. Nous vous souhaitons à tous une très bonne journée sur RTI 1.